Quel plaisir de vous retrouver nombreuses et nombreux sur notre site internet, sur latribune.fr, sur nos réseaux sociaux, sur la tribune Provence-Alpes-Côte d'Azur, parce que nous sommes à Marseille, du Palais du Pharo, et sur la tribune Afrique pour cette journée Europe-Afrique. Pour redémarrer cet après-midi, j'ai le plaisir d'accueillir Lionel Zinzou. Vous êtes le fondateur et le managing partner de Southbridge. Alors, on a beaucoup parlé de pont. Donc, Southbridge, je pense que ça se passe de traduction, de pont entre l'Europe et l'Afrique depuis ce matin. Vous êtes ancien Premier ministre de la République du Bénin. Vous êtes un économiste de formation, comme ça qu'on a eu parfois l'occasion de converser ensemble d'ailleurs. Vous avez été banquier d'affaires chez Rothschild. Vous avez dirigé PAI, un fonds d'investissement, et vous êtes également le président d'un think tank qui s'appelle Terra Nova, qui est, je dirais, une des incarnations de la social-démocratie en France et qui remet un certain nombre de rapports régulièrement sur beaucoup de sujets d'ordre généraux qui pourront intéresser les uns et les autres. Mais là, on va parler d'Afrique avec vous cet après-midi, d'Afrique en avant-garde. On a dit en avant-garde des énergies, puisque un des sujets, évidemment, qui nous attend tous, c'est le climat. Et l'Afrique est probablement, effectivement, en première ligne. Elle aussi, on a parlé des certifications ce matin. On a parlé de financement, vous êtes un économiste et un financier, et on se pose évidemment la question, on pourrait regarder le verre à moitié vide, c'est-à-dire l'Afrique pourrait être victime de la crise climatique, bien entendu. Il y a ce sujet du fameux fonds de 100 milliards pour le climat qui devait être créé, qui traîne encore dans les idées, mais qui n'est pas complètement mis en place. On pourrait en parler un petit peu avec vous. Mais plus globalement, j'aimerais bien qu'on regarde aussi le verre à moitié plein, puisque Jean-Christophe Tortora a placé cette journée sur le signe de l'afro-optimisme, et je pense que c'est votre cas d'être un afro-optimiste, et donc de regarder aussi les bonnes fées qui sont en train de se pencher sur le berceau de l'Afrique. L'Afrique comme ressource, évidemment, de la transition énergétique pour elle-même, mais également pour nous-mêmes, et elle va évidemment pouvoir retrouver à travers cela probablement aussi une capacité de développement, ses ressources nombreuses et ses richesses, et ses premières richesses, sa première richesse certainement, c'est-à-dire sa population, sa jeunesse, avec beaucoup de changements à venir dans un monde qui, évidemment, place l'Europe et l'Afrique déjà dans le même fuseau horaire, ce qui est déjà probablement un élément pour pouvoir coopérer. Alors peut-être pour commencer, peut-être parler de ce sujet du climat, ce fonds d'aide publique qui n'est jamais aujourd'hui arrivé. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne méthode finalement, ou est-ce que au-delà des aides, on a dit l'Afrique n'a pas forcément besoin que d'aide, elle a aussi besoin de se prendre en main, et qu'on la laisse se prendre en main. Est-ce que c'est peut-être de cette façon-là qu'il faudrait regarder le problème? Alors, bonjour à tous et merci de votre invitation. Je suis ravi de ce dialogue. Écoutez, la question n'est pas de savoir si on va donner de l'aide à l'Afrique. La question est une question de justice, d'équité. Est-ce qu'on va compenser une partie des dommages qu'on lui cause? Donc, ce n'est pas tout à fait la même problématique. Comme vous dites, est-ce que l'Afrique doit se prendre en main ou compter sur l'aide? L'Afrique se prend complètement en main. Quand il faut d'ailleurs des concours financiers supplémentaires, vous avez en tête que maintenant, les concours de la diaspora africaine en termes de retour d'épargne, c'est 100 milliards de dollars par an. C'est-à-dire 1,5 fois l'aide publique au développement. Donc la question, le dilemme, est-ce qu'il faut compter sur soi-même ou sur les autres, sur l'aide ou ses propres efforts? L'Afrique fait ses propres efforts. Cela étant, l'aide publique reste qualitativement et un peu quantitativement utile. Bon, il n'y a pas de doute. Mais ce n'est pas le dilemme. La question sur le climat, c'est quand vous émettez 3% des gaz à effet de serre et que vous êtes le continent qui est le plus touché en termes, le président tout à l'heure des Comores le disait, en termes de montée des eaux, tous ceux qui sont attachés au paysage de Saint-Louis du Sénégal sont quand même très fortement émus quand vous voyez disparaître la langue de Barbarie, donc la côte à Lido, etc. Enfin, il y a des dégâts de ce type. Il y a des dégâts considérables, bien plus considérables encore
que les dégâts côtiers immédiats, mais qui sont la sécheresse, avec des dizaines de millions de vies, alors que nous parlons en ce moment du Soudan à l'Éthiopie, mais aussi avec une sécheresse de 3 ans consécutive au Maroc, etc. Donc ce sont vraiment des phénomènes sur lesquels on nous cause dommage. Et il y a quand même un principe dans beaucoup de pays, notamment dans celui-ci, où les pollueurs sont les payeurs. Bon. Eh bien, ce n'est pas vrai du reste du monde, ce n'est pas vrai du monde entier. Et donc, ne confondons pas la question de l'aide et la question de la réparation des dommages. Et cette question progresse assez lentement, pour être sincère. Et à Sharm el-Sheikh, c'était une des déceptions de la COP27. Ça n'a pas énormément progressé, parce que ça suppose que les États qui émettent énormément de gaz à effet de serre reconnaissent quelque chose qui ressemblerait à une responsabilité, qui aurait des éléments presque pénaux, si vous voulez. Donc c'est très très difficile à faire avancer. Et les 100 milliards, c'est pas un fonds de 100 milliards, c'est une contribution de 100 milliards par an. C'est ça qui, à la COP26 à Glasgow, avait été convenu et qui n'a pas été exécuté. Avec une frustration très forte, il y a eu une conférence d'exécution de cette promesse à Rotterdam, où sont allés quelques États africains. Et ont dû constater qu'on était à 50 millions de collectes. Donc vous voyez, il y a vraiment des questions de justice climatique. Mais je vous donne juste un détail. Un pays comme le mien émet 0,6 tonnes par habitant de gaz à effet de serre. Il y a encore plus bas. L'Ouganda, c'est 0,1. La Tanzanie, c'est 0,2. Pourtant, il y a des gens qui s'enchaînent aux grilles pour dire arrêtez d'explorer du pétrole en Ouganda. Ne faites pas un pipeline contournant le Kenya jusqu'à la Tanzanie. Non mais attendez, on est à 0,1. Il y a des pays qui ont des émissions de 30 tonnes par habitant. Bon. D'ailleurs, c'est parfois de ces pays que viennent des leçons. Donc, si vous voulez, on a un sujet d'équité, c'est pas un sujet d'aide, c'est pas principalement un sujet économique et financier. On a des vrais sujets d'équité et de justice climatique. Et on va finir par imposer un modèle africain. Alors, on va y revenir sur ce modèle africain. 2 mots aussi sur le financement. Après Sharm el-Sheikh, il avait été effectivement décidé d'essayer de faire des conférences de financement. La France s'est pas mal impliquée là-dedans. Il va y avoir une conférence, je crois d'ailleurs fin juin, sur ce sujet, avec quelques-uns de personnalités que nous connaissons l'un ou l'autre. Je pense à Bertrand Badré, qui était déjà venu, qui travaille sur ces sujets de financement nord-sud. Est-ce que vous attendez quand même qu'il y ait des évolutions prochaines ? Oui, alors là, le président Macron a eu l'idée de créer un nouveau pacte financier pour arriver à continuer de financer le développement à travers les grands objectifs du développement, parce qu'on ne peut pas démunir tout ce qui est consacré à la réduction de la pauvreté, parce qu'on va avoir des besoins d'investissement sur le climat. Donc, comment on arrive à ne pas démunir l'effort pour le développement tout en étant capable de dégager des ressources nouvelles pour la transition. Et donc, ça peut être des mesures de taxation, mais il y a des limites quand même assez fortes. Ça peut être d'ailleurs des mesures de taxation à l'intérieur des pays africains, parce qu'on a probablement une des fiscalités les moins efficientes, notamment parce qu'on a des secteurs informels très importants. Enfin bon, c'est une mobilisation de ressources classique, mais qui ne va pas donner grand-chose, en fait, et qui va, en réalité, probablement pénaliser un peu l'économie. Donc, il faut trouver autre chose, notamment des instruments innovants. Alors, il y a des choses innovantes. Par exemple, les philanthropes sont devenus très importants, au sens où Bill et Melinda Gates, ou, s'agissant, par exemple, vraiment du climat, le Bezos Fund de Jeff Bezos, où il y a une poche africaine importante, et nous travaillons beaucoup avec eux, ou la Mastercard Foundation, ou la Rockefeller Foundation. Vous observerez que c'est assez américain. Hein. Voilà, j'allais dire, on ne voit pas beaucoup d'Européens ou de Français, pourtant il y a des milliardaires européens ou français. Oui, enfin, il y a aussi un effort philanthropique européen. Il y a aussi
des initiatives du Golfe, mais enfin, il faut reconnaître que la fiscalité américaine est ainsi faite que la force de frappe des fondations américaines est considérable. Bon, en tout cas, il y a des nouveaux acteurs, mais c'est toujours pas ça qui va créer les ressources nécessaires, parce que c'est quand même beaucoup d'investissements en capital. C'est quoi qui va faire les ressources nécessaires? Est-ce que c'est Alors, les ressources africaines qui vont être nécessaires pour notre propre transition? Quand on a besoin de cuivre, de lithium... Oui, alors, là, vous introduisez une dimension supplémentaire, c'est que il y a des gens, sans doute de très bonne foi, en Europe, dans les pays de l'OCDE, qui disent à l'Afrique, arrêtez surtout tout ce qui concerne le fossile. Alors vous allez doubler de population en 30 ans. Mais il faudrait, et pour l'instant, la moitié de la population d'aujourd'hui n'a pas d'électricité. Mais cela dit, ce serait quand même bien que vous ne consommiez pas plus d'énergie. Ça va être difficile. Ça va pas être possible. Oui. Ça va être... Et alors, les bonnes âmes aussi, qui aiment beaucoup nous donner des leçons, nous disent, mais vous savez, industrialisez-vous, hein, parce que c'est beaucoup mieux que de vendre des produits en vrac. Bon, ce genre de truisme, si vous voulez, moi, ça m'amusait. Il n'y a pas grand-chose d'amusant dans la fonction de Premier ministre quand vous avez une culture du privé, mais ce qui est amusant, c'est les gens qui viennent vous donner des leçons, si vous voulez, de ce niveau. C'est, écoutez, vous avez des matières premières, faites un effort, créez quelques emplois, industrialisez-vous, vous verrez, c'est très bien, mais sans énergie. Hein. Ah oui, alors là, ça se complique, si vous voulez, ça se complique. On va avoir une économie moderne pour une population double qui aujourd'hui n'a pas accès à l'énergie de base, mais on va le faire de façon totalement décarbonée. Il va devoir faire sa transition avant tout le monde. Oui. Là, vous avez quand même, vous avez des problèmes. Il faut regarder en face et avec bon sens. Mais vous introduisez l'idée que, oui, alors effectivement, les industries extractives, ça dégage pas mal de carbone. Bon, non, de cash, mais de cash et de carbone. Mais alors, ça, vous pouvez faire, vous voyez, parce que le cuivre, le graphite, le lithium, là, on en a vraiment besoin, si vous voulez. Donc, faire très, très, très attention sur ce genre de problématique. Oui, on va clairement développer les activités extractives. Et oui, en fait, peut-être une mauvaise nouvelle, mais on ne va pas empêcher le Mozambique de devenir une puissance gazière. D'autant plus que les pays d'Occident, pour l'instant, ils ont plutôt besoin de gaz. Ils ne réfrènent plus autant, et donc la transition, en acceptant une énergie de transition comme le gaz au Sénégal, en Mauritanie, au Mozambique, etc., c'est accepté aujourd'hui. Bon, c'est accepté, mais c'est pas forcément financé, hein, parce qu'il y a beaucoup de banques qui se retirent du financement de ces choses. Et donc toute notre équation, je crois, c'est d'arriver à un modèle où on arrive à compenser les effets de carbonation, de livrer aux pays les plus riches les matières premières minérales, ce que le commissaire Thierry Breton a évoqué tout de suite dans son discours tout à l'heure. C'est sa première remarque. Il y a des matières premières rares et critiques, et qui sont essentielles à réussir la transition énergétique du monde. Et notamment de l'Europe. Et notamment de l'Europe. Et où l'Afrique est le premier producteur. Et donc ça change le rapport de force. Ah ben oui, ça change un peu le rapport de force. Et en tout cas, il faut inventer un modèle qui permette de ne pas être en contradiction entre le développement. Et c'est vrai que ça générera du développement de pouvoir extraire du lithium ou de pouvoir avoir une industrie des batteries en Afrique, ça va de soi. Et en même temps, il ne faut pas qu'on adopte des modèles ou chinois ou européens d'extrême carbonation. Donc, et on a la solution en réalité parce que nous avons des actifs qui permettent de répondre à ça et de compenser très largement. C'est-à-dire nous avons des forêts, nous avons des tourbières, nous avons des mangroves qui sont parmi les derniers puits carbone, puisque vous voyez que l'Amazonie est en train... Vous êtes une des dernières réserves de carbone de la planète. De cesser d'être un puits carbone pour l'humanité. Donc ça, ce sont des actifs qui prennent aujourd'hui une valeur importante. D'où l'importance de la biodiversité. Et ça permet également, dans ces espaces, tout à fait, de préserver la biodiversité. Et vous avez un modèle économique parce que vous avez des certificats carbone qui rendent le modèle économique de conserver la forêt
ou de reforester partout où on a déforesté. Et c'était ma question, est-ce que l'Afrique pourrait se financer avec des certificats de carbone qu'elle aurait pour moins cher, oui, qu'elle pourrait vendre à ceux qui en ont besoin, par exemple, nos industries polluantes qui vont polluer encore quelques années. Ça améliore les modèles économiques. Ouais. Et ça, si vous voulez, c'est une autre ressource de l'Afrique. Mais c'est une révélation des actifs, si vous voulez. Ce qui est important, si vous voulez, c'est que l'Afrique est en train de valoriser des actifs qui étaient oisifs. C'est-à-dire, on ne pouvait pas tirer de la forêt tout ce qu'on sait tirer aujourd'hui grâce à la technologie, grâce aux compétences. Et ça, l'Europe a beaucoup de compétences forestières. Parce qu'il faut le dire à personne, mais depuis le Moyen-Âge, le record absolu de la déforestation pour le développement, c'est nous. Pas le Brésil, c'est l'Europe. Soyons très clairs. Mais il y a une compétence extraordinaire et beaucoup d'entreprises. On a malheureusement déjà dépassé le temps qui nous est imparti. J'ai une dernière question à vous poser, mais elle est liée à ces sujets de financement. La guerre en Ukraine change le monde. L'Afrique, pour certains de ces pays, n'a choisi de garder une certaine neutralité, voire une grande réserve par rapport à ces changements. Certains aussi ont pris le parti du camp aujourd'hui qui est celui qui devient le monde, le nouveau monde, quoi, avec la Russie et la Chine. Il y a la Chine, évidemment, dont on dit qu'elle est le financeur de l'Afrique. Et puis, on dit ça en tout cas parfois, qu'elle est en train de devenir, de remplacer en tout cas les anciennes puissances coloniales par sa puissance financière. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui pour l'Afrique un danger à ne pas se retrouver à nouveau finalement l'otage d'un monde où la géopolitique, où elle ne pèse pas forcément autant? Donc comment est-ce qu'elle peut jouer sa carte? On pourrait citer également la Banque des BRICS, là, qui est en train d'être créée, qui pourrait venir s'immiscer par rapport au monde occidental. Comment vous voyez l'Afrique tirer son épingle du jeu dans cette grande crise géopolitique, cette grande partition du monde? D'abord, l'Afrique, elle agit. Et d'ailleurs, elle agit souvent de plus en plus solidaire, avec quelques institutions qui sont de plus en plus efficaces. Même l'Union africaine, pendant la pandémie du Covid, a montré une capacité d'action. D'union. Et d'union, oui. Et notamment sur la négociation des dettes, etc. Et puis sur les vaccins, les approvisionnements, etc. Parce que tout à l'heure, vous disiez, est-ce qu'il faut que... Et vous avez dit quelque chose d'admirable. Vous avez dit... Les faits se penchent sur l'Afrique. Bonne fée. Bonne fée, oui. Je ne suis pas sûr que... Alors, on n'a pas un excès. On n'a pas un excès de bonne fée, pour être sincère. Non, mais pour répondre à votre question, d'abord, c'est l'Afrique qui finance l'Afrique. Il faut faire un tout petit peu attention, si vous voulez. On est un continent qui a un niveau d'épargne élevé, c'est un peu contre-intuitif, hein, mais vous savez, c'est un peu plus bas certainement que l'Asie. C'est plus élevé que l'Europe, évidemment que l'Amérique du Nord, qui est très basse en termes de niveau d'épargne par rapport au PIB. Et donc, si vous prenez l'investissement, selon les conjonctures, dans nos économies, ça représente entre 20 et 25% du PIB. À l'intérieur de ces 20, vous avez en moyenne 5% qui est l'investissement, le flux d'investissement direct étranger. Donc, quand vous raisonnez sur l'Afrique, dites-vous bien que pour la transition énergétique, pour les énergies renouvelables, pour la mécanisation d'une agriculture qui économise en fait des ressources tout en augmentant beaucoup sa productivité, encore une fois, notre financement des investissements, quand c'est 20% du PIB, c'est 15% à la charge de l'Afrique et de son épargne. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, la Chine n'est pas le plus grand financeur de l'Afrique. Ça, c'est une crainte européenne. C'est à peu près le tiers de la dette de l'Afrique, de la dette publique de l'Afrique. Et ça croît. Oui, enfin là, en ce moment, ça se stabilise. Hein. Les États sont allés sur les marchés. Les États ont les grandes institutions multilatérales et bilatérales. Donc pour l'instant, c'est pas encore si. Pour l'instant, ça n'est pas dominant. Bon, vous avez quand même en tête que le PIB de la Chine, c'est la même chose que le PIB de l'Union européenne. L'Union européenne est le premier créditeur, le premier investisseur, le premier importateur sur le continent et le premier débouché des exportations. Parce que si vous comparez la Chine à la France ou la Chine à l'Allemagne, vous avez la Chine devant. Si vous prenez les 27 pays, vous avez l'Union européenne sur tous les paramètres. Donc Europe-Afrique, ça vous parle?
Europe-Afrique, ça me parle, mais surtout, il faut que les Occidentaux se calment sur le thème la Chine recolonise l'Afrique et nous met à la porte de l'Afrique. Ça n'a rien à voir avec ça. Et donc, si vous voulez, sur la transition énergétique, comme sur les objectifs du développement, ayez bien en tête que, 1, c'est l'Afrique qui se finance. 2, que 100 milliards, c'est pas beaucoup, c'est 3% du PIB du continent, mais quand même 100 milliards, ce sont les retours d'épargne de la diaspora, en forte croissance. Et pendant la pandémie, à la grande surprise de tous, il y a eu un effort très important, notamment dans les pays du Maghreb, mais aussi en Égypte, mais aussi au Nigeria, de la diaspora qui a envoyé beaucoup de ressources. Deuxième source de financement, toujours africaine. Ensuite, vous avez l'aide publique sous toutes les formes et toutes les formes de crédit, mais qui sont plutôt à dominante occidentale, mais la Chine commence à monter en puissance là-dedans. Mais vous avez les marchés, vous avez les eurobonds, etc. Notre problème aujourd'hui, à la minute, en 2023, c'est que les marchés financiers ont telle peur du risque qu'ils ont encore augmenté leur perception du risque africain. On en parlait ce matin. Et donc, on ne peut pas aller sur les marchés. Donc, on va passer une année difficile, compliquée. Ça va retarder notre transition énergétique parce que les marchés nous sont fermés ou sont à des prix exorbitants. Et la Chine vient au surplus de tout ça. Mais commencez par l'Afrique. Si vous vous demandez si on doit faire des choses innovantes, et on est en train de marier des philanthropes avec des banquiers de développement pour attirer le privé, en leur donnant des garanties, en prenant les premières pertes si on devait avoir des pertes sur les crédits. Enfin, on essaye de fabriquer des choses qu'on appelle la blended finance, mais où les philanthropes sont assez importants parce qu'ils font des dons. L'Union européenne aussi est très importante parce qu'elle fait des dons. Il y a beaucoup de gens qui font surtout du crédit, mais il y a des gens qui font des dons. Ces dons, ça sert de levier. Ces dons vont servir à dérisquer, comme on dit, nos économies. Parce que quand vous investissez dans une forêt, vous avez 10 ans pour votre payback, pour avoir un rendement d'investissement. En 10 ans, il peut se passer beaucoup de choses, et vous vous dites, plutôt que d'investir à 10 ans au Congo ou au Bénin, je vais le faire en Lorraine ou dans les Landes. Bon, ce qui est d'ailleurs une mauvaise idée, parce que les Landes, ça brûle beaucoup plus vite que la forêt équatoriale. Mais si vous voulez, ayez bien en tête qu'on est en train d'inventer des instruments un peu innovants pour abaisser le risque et, avec les crédits carbone, augmenter le rendement. Si on arrive à faire ça, on va avoir des liquidités privées. C'est ça qu'on est en train d'essayer de faire là, dans cette année 2023. Et moi, j'y crois beaucoup. Eh bien, ça sera une année 2023 sans doute de tournant. Bravo à vous. Très passionnante conversation. Je me permets, mais je suis sûr qu'on aura l'occasion de vous proposer de revenir plus longtemps, même encore en parler l'an prochain. Et je cède la parole à mes collègues. Merci beaucoup, Lionel Zinsou.